Oui, alors effectivement, moi aussi, j'ai été un peu submergée par la masse de questions. Alors, je les ai un peu regroupées en 3 points. Je ne sais pas si je vais évoquer les 3 directs ou si j'attendrai les questions. Le premier point, c'était la menace croissante multiforme. Le deuxième point, c'était comprendre les acteurs et sortir de l'illusion de savoir, parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'on est enfermé dans des concepts. Et puis, en troisième point, quelques pistes que faire. Peut-être qu'on les abordera après. Alors, sur la menace, je ne vais pas non plus insister parce que j'ai écouté certaines des auditions précédentes et le point a déjà beaucoup été fait. Donc je ne vais pas revenir sur effectivement certaines substances stupéfiantes qui attirent l'attention. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire attention aux chiffres, notamment ceux sur les saisies. Les saisies qui augmentent, ça peut être plus de produits qui circulent et ça peut être aussi parce qu'on contrôle plus et donc on saisit plus. Donc il ne faut pas inférer trop de choses de ces chiffres. Ça donne une image, mais une image très partielle, comme toujours avec le crime. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a une évolution sans doute dans les modes de consommation, notamment pour la cocaïne. Au départ, c'était de la consommation essentiellement récréative. Maintenant, on est au-delà du récréatif, on a aussi de la consommation pour tenir des rythmes dans certaines professions. Donc ça, en termes de compréhension du consommateur et de lutte contre la demande, il faut absolument en tenir compte. On a une banalisation du cannabis alors que la teneur en THC flambe. Donc ça aussi, c'est problématique. On a un risque qui est annoncé pour les nouveaux produits de synthèse. Et là, ça va poser aussi un problème d'identification des circuits parce qu'ils ne passeront pas par les mêmes routes. On peut produire à proximité du consommateur, à la différence de la coca qui est produite en Amérique latine. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une diversité de produits, ce qui permet une diversité de gamme de prix. Donc on peut toucher des consommateurs de façon extrêmement large. Et le même prestataire peut proposer plusieurs substances stupéfiantes. Donc l'offre est vraiment adaptable. Je pense aussi qu'il y a eu un effet Covid majeur qui met en évidence la spécificité des stupes, c'est-à-dire l'addiction. Contrairement à ce qui a été annoncé en début de confinement, il n'y a pas eu un arrêt du trafic de stupéfiants, loin de là. Il y a eu proposition de produits de remplacement, de nouveaux modes d'acheminement, ce qui montre l'extrême résilience criminelle. Et ça, c'est quelque chose qui vaut pour tous les marchés illégaux, avec de nouveaux modes d'approvisionnement, l'ubérisation, les livraisons à domicile, les colis postaux, ce qui sont devenus tellement massifs qu'effectivement on ne contrôle plus rien, les réseaux sociaux qui permettent d'accéder à des sites, les promotions par SMS, c'est quand même aussi quelque chose qui s'est largement développé, qui est resté en place après le confinement. Dans le même temps, du côté de la cocaïne, de la matière base de cocaïne, il y a plus de production à l'heure actuelle. Et là aussi, il y a eu un effet Covid avec des déplacements de population qui ont rendu certains terrains agricoles accessibles aux narcotrafiquants, avec aussi une économie de subsistance, c'est-à-dire des populations pauvres qui se sont dit que c'était un revenu comme un autre que de travailler pour les narcos. Du côté de la demande, le Covid, c'est aussi un malaise social, un malaise psychologique qui peut faire basculer certaines personnes dans ces consommations-là. Donc voilà pour la menace. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est comprendre les acteurs et sortir de l'illusion de savoir. Je trouve qu'on a un biais cognitif dans la compréhension du crime. Parfois, on veut que le crime organisé ressemble à l'image qu'on en a, notamment une image cinématographique. Et je vais parler de 3 éléments, la violence, le monopole, le blanchiment. Alors quelques mots, la violence, c'est ce qui a attiré notre attention sur le narcotrafic, mais c'est pas complètement un épiphénomène, mais ça ne dit pas tout, encore une fois, du trafic de stupéfiants. Il y avait du trafic de stupéfiants sans violence. Et finalement, c'est un point de faiblesse pour les organisations criminelles, notamment la Mocro-Mafia, qui jusque-là opérait assez tranquillement. Ce déploiement de violence a attiré l'attention, les représailles forces de l'ordre et de la justice aux Pays-Bas, en Belgique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une baisse du prix de la vie chez les criminels. Ça coûte moins cher d'embaucher un tueur à gages. Donc ça facilite ce recours à la violence. Il y a une externalisation de certaines opérations. Donc il y a une nébuleuse qui s'est créée autour des organisations criminelles. Ça, les communications cryptées l'ont clairement montré. On a utilisation des jeunes, c'est pas nouveau, mais ça se renforce parce qu'il y a un risque pénal qui est moindre pour les mineurs, parce que les petits dealers, les choufs, ils ont une vision du crime aussi qui est hyper valorisée, valorisante. Donc il y a un aspect culturel dans le crime qui est souvent passé derrière. On pense qu'à la vision économique. Il y a des enjeux de mentalité, de culture qui sont fondamentaux.
Et ces petites mains du crime ne sont pas des affiliés aux organisations criminelles, c'est-à-dire que quand on les arrête, ils ne savent pas forcément grand-chose des personnes pour qui ils travaillent, ce qui veut dire qu'en termes de collaboration avec la justice, ils sont un peu inutiles. Donc il n'y a pas d'intérêt particulier à les faire collaborer. Alors qu'à côté, vous avez des organisations criminelles de taille très différentes, très variées. Le crime organisé, c'est une diversité d'acteurs, avec des organisations faibles, des organisations fortes. Beaucoup de ces organisations criminelles sont multi-activités. Donc, si elles subissent des revers dans la drogue, elles continuent d'opérer ailleurs. On a un rôle qui est peu mis en avant, c'est le rôle des brokers, des intermédiaires dans le trafic de gros de la drogue. Et ceux-là, on ne les touche pas, on n'arrive pas véritablement à les interpeller. On ne voit encore une fois que ce qui est visible, c'est saisies, ces petits dealers, les points de deal, mais c'est le bas du panier et ça n'atteint pas le trafic en lui-même. Et ces intermédiaires de gros, ils sont peu nombreux, ils ne sont pas forcément violents. C'est ça aussi qui fait qu'on ne les voit pas parce qu'ils n'ont plus besoin de violence, ils ont la réputation criminelle. Et je pense en particulier aux mafieux calabrais dont on sous-estime largement la menace. Donc beaucoup d'acteurs avec des hiérarchies criminelles, avec des coopérations, des externalisations et des effets d'émulation et d'apprentissage. Ce qui fait que la méthode mafieuse se diffuse sans forcément qu'on ait des organisations mafieuses au sens réel du terme. Absolument pas de structure monopolistique sur ces marchés. Alors pour les économistes, c'est la vulgate, un marché illégal est forcément un marché en monopole. C'est faux, c'est totalement faux, ça l'est toujours moins. Et c'est embêtant lorsqu'on a des opérations qui annoncent qu'il y a eu démantèlement d'un maxi-cartel de la drogue à Dubaï. Parce qu'il n'y a pas de maxi-cartel, parce que ça n'a entraîné aucune rupture dans l'approvisionnement. Donc ces grands termes, ça met en valeur la coopération internationale, mais c'est induire en erreur un peu sur le sujet. Donc il faut travailler sur ça, d'autant plus qu'il y a des trafics joints. Je vous disais, ils sont multi-activités, mais rien qu'avec le trafic de drogue, il y a aussi le trafic d'armes, il y a aussi le trafic d'êtres humains, avec la question de la criminalité forcée, des gens qui sont contraints d'opérer pour les acteurs illégaux, la prostitution. Vous avez des personnes qui sont des consommateurs, qui doivent se payer leur drogue, qui basculent dans la prostitution aussi, qui peuvent tomber dans des réseaux. Et puis trafic joint, il y a toute la question de la corruption et la capacité de réinvestir des sommes très importantes dans d'autres trafics. Donc des diversifications criminelles qui se font. Autre idée reçue, c'est le blanchiment, que le blanchiment passerait toujours par des montages hyper complexes qui demandent des coopérations avec des professions spécialisées, etc. Ça existe, bien sûr que ça existe, mais il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'argent sale qui circule non blanchi dans nos économies. Les statisticiens des comptes nationaux le savent, la somme des emplois n'est jamais égale à la somme des ressources, c'est aussi dû à cet argent sale. Les salaires de la main-d'œuvre criminelle, les pots de vin ne sont pas blanchis, c'est de l'argent sale qui circule tout à fait librement. Il faut voir aussi que vous avez une utilisation de cash qui peut être peu restreinte, notamment dans l'espace européen. Alors pour exemple, en Hollande, au Luxembourg, en Irlande, en Hongrie, en Allemagne, en Autriche, à Chypre, en Estonie, en Finlande, il n'y a pas de limite à l'utilisation du cash. Alors parfois, il faut un petit peu fournir des justificatifs, mais enfin quand même, il y a une liberté de circulation. Vous avez pas mal de blanchiment qu'on appelle de basse intensité, c'est-à-dire le petit restaurant, le bar, etc., qui en plus fournissent une façade légale, c'est-à-dire que la personne peut dire moi je suis titulaire d'un commerce, et ça permet donc de recycler et de s'enraciner territorialement. Et ça, pour les mafias en particulier, c'est très important. Vous avez aussi, je pense, une complicité de certaines professions qui sont assujetties pourtant à des obligations de déclaration des affaires, des opérations atypiques. Peut-être qu'on en reparlera, mais aux États-Unis, il y a eu l'affaire FinCEN en 2020 avec ces institutions financières qui ont déclaré des soupçons, mais qui avaient auparavant validé l'opération financière douteuse. Donc un double jeu. En façade, on respecte la conformité. En réalité, on a quand même cédé aux sirènes des affaires.
Donc là, il y a pas mal d'exemples dans ce sens-là. Le marché de l'art aussi est problématique, hein, avec un taux de croissance qui a flambé. C'est une anomalie économique. Vous avez aussi des sociétés tout à fait légales qui vous aident à créer des sociétés offshore. Hein, c'est les sociétés prestataires de services aux sociétés et fiducies. Donc on peut créer une société écran en toute légalité. Et très facilement, quelques clics sur Internet et c'est fait, pour pas très cher. Et puis, on a des coopérations criminelles dans le blanchiment, hein, notamment les Chinois blanchissent de l'argent pour le compte d'autres organisations criminelles. Donc là aussi, on sort de la violence, on est dans la coopération criminelle. Alors, quelques remarques aussi sur ces faiblesses liées à la France en particulier, une qui est plus générale, contexte général. D'abord, je reviens sur cette question de comprendre le crime. Moi, j'ai l'impression que quand même, on n'est pas si avancé que ça, comprendre le crime, encore une fois, tel qu'il est et non pas tel qu'on imagine ou qu'on voudrait qu'il soit. Donc comprendre le crime dans sa diversité, dans sa globalité. Moi, j'ai un problème quand j'entends, j'ai écouté certaines auditions, je vois qu'il y a l'exemplaire du Point sur le bureau, quand j'entends dire que les organisations criminelles sont des opérateurs d'ultra-rationalité économique, que leur seule motivation, c'est le profit. Oui, ils aiment s'enrichir, mais il n'y a pas que ça. On est bien plus loin. Et quand on commence à parler de l'état de droit, ce sont aussi des structures, alors pas toutes, parce qu'elles n'ont pas toutes, encore une fois, la même hiérarchie, la même puissance, mais il y en a qui visent le pouvoir plus que l'économie, qui peuvent même être irrationnelles économiquement. La mafia calabraise, elle raquette, ça lui coûte plus cher que ça ne lui rapporte très probablement. La mafia calabraise, comme El Chapo, hein, aussi, on l'a vu pendant le Covid, ou la mafia sicilienne, qui est encore vivante, malgré ce qu'on en dit, et qui est très puissante, qui se réorganise et qui a conquis d'autres marchés, ils ont opéré des distributions alimentaires pendant le Covid. Ils ont aidé la population. Il y a un consensus social. Et ça rebondit sur la notion de culture criminelle qui se diffuse. Il y a des légitimités qui se créent, des allégeances criminelles. Et ça favorise l'illégalité diffuse et c'est extrêmement problématique. Donc il faudrait vraiment comprendre ces différences entre les organisations, nommer les choses clairement. Alors moi, quand on parle d'infiltrer la mafia, non, une mafia au sens strict du terme, ça ne s'infiltre pas parce qu'il y a des modes de recrutement qui sont hyper spécifiques. La mocro-mafia n'est pas une mafia, heureusement. Les mafias, c'est vraiment des organisations totales au niveau criminel. Donc il faut bien nommer les choses, y compris si on adopte le 416 bis italien, ce qui serait pour moi très important. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer l'association de malfaiteurs et qu'on va l'utiliser de façon indiscriminée. Au contraire, il faut bien comprendre ça. Définissez ce point. Alors les mafias, elles sont définies par un seul pays au monde juridiquement, c'est l'Italie, l'article 416 bis du Code pénal, qui liste les caractéristiques d'une mafia. Dans ces listes, vous avez la force du lien associatif qui produit de l'assujettissement et de l'omerta, loi du silence en interne et en externe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collaborateur de justice, il n'y a pas de témoin de justice, la population se tait. Alors l'assujettissement est en cours de discussion en Italie parce qu'on est de plus en plus dans la complicité, complicité active. Ce sont évidemment des organisations qui commettent des délits, une grande variété de délits, et dans le code pénal italien, ce n'est pas associé au trafic de stupéfiants. Ça, c'est très important. Les mafias ne vivent pas du trafic de stupéfiants. Si elles peuvent, elles l'exploitent, mais elles en sortent, elles en rentrent. Ce n'est pas un problème pour elles. Et ce qui est très important, c'est le rapport à la sphère légale. Une mafia a des activités économiques légales, elle capte les marchés publics, elle détourne l'argent public, et les mafias, et c'est lié, conditionnent la vie politique, c'est-à-dire qu'elles vont conditionner le vote. Il y a des échanges, ce que les Italiens appellent le vote d'échange. Les mafieux contrôlent des paquets de voix parce qu'ils contrôlent des territoires, et là on est dans cette logique de pouvoir. Ces paquets de voix sont proposés aux politiciens qui, une fois élus, rendent la faveur. C'est les marchés publics, c'est les plans d'urbanisme, c'est l'autorisation de construire des centres commerciaux. On a un nombre de centres commerciaux en Sicile qui dépasse la capacité de consommation de la population. Apparemment, en Corse, on a aussi des dérives de ce genre-là. Ça peut être même des choses très basiques, et là encore, on retombe dans le consensus social, des places en crèche, des places en maison de retraite. Donc tout ça, ça fausse les rapports à la démocratie et au pouvoir légal légitime. Alors, pour bien comprendre le crime, aussi, je pense qu'il faudrait sortir de la logique de silo, qui est très française. Finalement, s'attaquer... Alors, l'OFAST est utile, l'OFAST a obtenu des résultats, mais je pense que se concentrer sur le marché des stupes,
parfois, ça ne permet pas de voir tout l'ensemble du système. On a des organisations criminelles qui font système. Il faut qu'on peut-être casse un peu cette logique de silo. La logique des points de deal aussi, est-ce que ça a encore du sens d'avoir cette cartographie, comptabiliser les points de deal, alors qu'on voit que l'ubérisation et les colis postaux sont en train de monter en gamme. Pas forcément. Moi, j'avais un maire d'une petite ville qui me disait, nous, régulièrement dans le village, il y a une berline qui arrive, qui apporte la marchandise, tout le monde est au courant, et la berline repart. C'est même pas un point de deal, c'est un approvisionnement vite fait, bien fait. Ce que je regrette aussi dans cette compréhension, c'est, et ça rejoint la question de, on a peu d'informations, des informations qui sont très partielles, j'aimerais qu'il y ait plus de coopération entre les chercheurs et les services. Il y a vraiment peut-être un manque de confiance, je ne sais pas. Moi, en tant que chercheuse, je n'ai pas accès au rapport du CIRASCO, donc le service d'information et de recherche sur la criminalité organisée. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans ce rapport. Et je ne peux pas apporter mes compétences aussi au CIRASCO, parce que je sais des choses sur les mafias italiennes. Je pense que j'ai des choses à apporter aussi. Donc il faudrait quand même peut-être faciliter des passerelles. D'autres pays le font, ça fonctionne. L'Italie, puisque je la connais bien. Développer aussi la formation initiale et continue. En tant qu'économiste, je dirais qu'on peut faire un cursus, enfin, on fait un cursus en économie en France sans jamais entendre parler d'économie criminelle. Moi, ça me sidère. Formation continue aussi pour les personnels des services. Ça rejoint aussi la problématique de la criminologie en tant que discipline autonome en France. Il n'y a pas de section de criminologie au Conseil national des universités. C'est un problème. Parce que la criminologie, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est aussi une criminologie opérationnelle. Et quand on voit les travaux des chercheurs criminologues à l'étranger, on se dit qu'on est peut-être un petit peu en retard sur le sujet. Rapidement, un autre point, on n'a pas tiré les leçons de l'Italie. Je pense que l'Italie a un temps d'avance, même si le combat contre la mafia n'est pas fini. Et ce n'est pas seulement l'article 416 bis, c'est tout ce qu'il y a autour de ce 416 bis. Alors il y a la question de la saisie des avoirs criminels, qui effectivement pour moi est fondamentale, parce qu'elle frappe beaucoup plus large que le monitorage des flux financiers. On va capter cet argent sale non blanchi qui circule dans l'économie via les saisies, alors qu'on ne peut pas le faire par le monitorage, parce que aussi il y a la question de la motivation des agents. Vous avez des professions assujetties à des obligations, mais on voit bien que parfois, entre le gain et la conformité, elles choisissent le gain. Quand on est dans la saisie des avoirs, c'est des douaniers, c'est des forces de l'ordre, c'est la justice, c'est des gens qui sont impliqués, qui ont envie que ça aille jusqu'au bout, sauf que ça demande du temps. Et en Italie, c'est automatique. Déclencher des enquêtes patrimoniales, ça démarre tout de suite dès qu'il y a inculpation pour mafia. Et c'est en lien aussi avec quelque chose qu'on n'a pas en droit français, qui est la dangerosité sociale. Sur les collaborateurs de justice, je suis un peu plus nuancée. On pourra peut-être y revenir, mais c'est le collaborateur de justice qui a vraiment énormément d'informations. C'est très rare. Et c'est peu reproductible comme situation. C'est un lien interpersonnel, la collaboration avec la justice. C'est Falcone et Buscetta. C'est vraiment de l'ordre de l'extraordinaire. Alors, il faut pouvoir permettre ça, qu'il y ait un cadre, mais ce n'est pas non plus la potion magique qui va faire parler les criminels. Et dans le dispositif italien, il y a quelque chose dont on ne parle pas, en tout cas en France, moi j'en ai pas trop entendu parler, c'est le concours externe en association mafieuse. Le concours externe en association mafieuse, c'est pour frapper plus durement un non-affilié, un non-criminel stricto sensu, qui apporte sciemment, volontairement, son concours à l'organisation criminelle. Donc là, on frappe la zone grise, et cette zone grise de personnes légales en apparence, mais qui facilitent les opérations criminelles, cette zone grise, elle est assez importante. Alors ça va concerner la corruption, mais ça concerne beaucoup d'autres acteurs aussi. Et à mon avis, c'est très important, parce que si on casse ça, on casse aussi la capacité à s'étendre de façon capillaire des organisations criminelles. Et ça rejoint une problématique plus générale, mais je ne vais peut-être pas forcément m'étendre, parce qu'il faut que David parle aussi, mais l'illégal a des liens avec le légal. Et il faut absolument casser ces liens pour affaiblir les organisations criminelles. Alors, il y a évidemment la corruption, mais on a beaucoup parlé des messageries cryptées. EncroChat, au départ, c'est une société légale de télécommunications qui propose des services dont on voit bien qu'ils vont plaire aux criminels. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ?
Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la législation maltaise sur l'industrie du jeu? On a un cadre juridique qui, en théorie, ne permet pas d'investir du cash, de parier du cash, sauf que dans la réalité, c'est massivement du cash, donc du blanchiment qui va passer par ce système-là. Et l'autorité de régulation maltaise, on sait qu'elle est inefficace, qu'elle ne fait rien, en plus avec des problèmes de conflit d'intérêts majeurs, et personne ne fait rien. Et on a un discours économique qui est assez problématique, ça rejoint la question des ports. On choisit l'efficience économique, on ne contrôle que 2% maximum des marchandises en entrée dans les ports européens, au détriment de la sécurité, et ça, on risque de le payer très cher à l'avenir. Oui, alors je vais rebondir sur cette question des jeunes trafiquants pour la reconnecter à une réflexion plus globale. J'ai fini tout à l'heure en parlant d'un discours économique qui est problématique. J'ai parlé des ports. Globalement, bon, c'est de la théorie économique, mais elle a un impact sur la façon dont nos économies fonctionnent et nos sociétés fonctionnent. On a quand même un mouvement vers la déconnexion entre l'économie et l'éthique. L'économie s'autonomise, on a même certains chercheurs qui se revendiquent d'une hégémonie économique, c'est-à-dire que tout est évalué à l'aune d'instruments économiques, notamment l'efficience économique, la maximisation du profit, etc. Ce qui fait qu'on a un glissement dans la perception du rapport à la loi, de ce qu'on ne doit pas faire, quand bien même il y aurait de l'argent à la clé. Et ça, cette intériorisation des normes, elle disparaît. Alors chez le jeune, mais aussi dans les élites. Et ça, c'est problématique. Dans la finance, on a un marché de la transgression qui s'est mis en place très clairement. Vous avez des banques qui régulièrement sont condamnées. Alors en plus, quand c'est le système anglo-saxon, c'est la négociation au procès qui permet d'éviter la honte du procès et qui finit par un accord financier. Donc on donne un prix à la transgression. Des exemples de ça, l'ING, comme un institut bancaire, a payé des amendes pour 775 millions d'euros pour des failles dans son système anti-recyclage. Et c'est à répétition, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas condamnées une fois et elles font le travail. Non, elles continuent parce que finalement, ça leur coûte moins cher de continuer à frauder. HSBC aussi, 1,9 milliard de dollars en 2012 pour recyclage pour le compte des narcotrafiquants mexicains et violation d'embargo. Un autre exemple de ce marché de la transgression qui se met en place, en 2014, JP Morgan Chase avait provisionné sa ligne contentieux à hauteur de 23 milliards de dollars. On provisionne sa ligne contentieux parce qu'on sait qu'on a fait des choses pas propres et que certaines vont passer à l'as, mais d'autres vont être identifiées. Et donc, on est dans cette logique de négociation autour de la fraude. Le scandale des Panama Papers en 2016, c'était quand même plus de 500 banques, dont des grosses banques européennes. Ce n'est pas les petites banques qui fraudent, ce sont les grosses qui utilisent les services du cabinet Mossack Fonseca, dont on sait qu'il est quand même véreux. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et il y a des processus d'émulation. Alors là aussi, on est dans de l'économie non standard, non orthodoxe. Mais vous avez des auteurs comme Veblen qui vous disent qu'il y a de la consommation ostentatoire et qu'on se cale sur ce que font les classes supérieures, ce que font les élites. S'il y a de la fraude, Sutherland, qui a expliqué le concept de criminalité en col blanc, il disait c'est extrêmement grave, c'est plus grave que les vols, les braquages, parce que ça mine la confiance dans les institutions. Et là, on est vraiment dans cette logique-là où il faut quand même rétablir l'idée aussi de cause-conséquence, tout simplement. Si vous commettez tel acte, il y a une sanction pénale, il y a une sanction sociale, c'est-à-dire que normalement, il doit y avoir une réprobation pour ces actes. Et puis, quand vous êtes trafiquant, vous distribuez la mort d'une certaine façon. Il faut l'entendre. Et il y a un décalage. Alors, il y a aussi cette logique du court terme par rapport au long terme, c'est-à-dire qu'on est dans l'immédiateté du profit. Les conséquences, c'est pas grave, c'est pour les autres. Décalage aussi, il y avait une affaire, je crois que c'était au port du Havre, avec une secrétaire qui avait perçu 10 000 euros pour insérer une clé USB dans son ordinateur, ce qui avait permis de pirater le système informatique et donc de contrôler l'arrivée des conteneurs. Pour elle, c'était totalement déconnecté. Alors, elle ne s'est pas posé la question de c'est bien, c'est mal. C'est 10 000 euros juste pour une clé USB. Et on ne réfléchit plus, encore une fois, aux conséquences, avec aussi une naïveté de certains opérateurs, parce que vous avez des dockers qui parfois sont entrés dans le système en disant c'est one shot. Je le fais une fois, je gagne le pactole, je me retire. Non, on ne se retire pas. On est dans les griffes ensuite de ces organisations-là. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il faut peut-être informer les gens aussi que quand on met un pied là-dedans, on y bascule fortement. On ne se retire pas
aisément de ces choses-là. Alors ça rejoint aussi en partie la question de la criminalité forcée et des opérateurs. Est-ce qu'ils ont peur? Oui, il y en a qui ont peur. Il y a des dockers. Les dockers ne se comportent plus de la même façon. Hein. Ceux du Havre, avant, ils vivaient tous dans le même quartier, ils étaient fiers d'être dockers, ils le montraient partout. Maintenant, c'est profil bas. Parce qu'ils savent qu'ils sont ciblés, parce qu'aussi, ils savent qu'ils sont plus contrôlés. Et en matière de corruption, ce qui se voit, c'est qu'auparavant, c'était vraiment le gain qui les faisait basculer. On leur proposait. Alors, en plus, ça change aussi le regard qu'on a sur la corruption. Souvent, en économie, on associe corruption à bas salaire. Ils sont tellement mal payés qu'on va compenser avec un revenu. Pour les dockers, c'est pas vrai. Ils sont bien payés et ils acceptent quand même. Alors là aussi, c'est la déconnexion avec l'éthique. Et maintenant, on est plus dans une logique de violence. D'ailleurs, on va menacer les membres de la famille, on suit les personnes, on prend des photos, on dit voilà, votre enfant, on l'a vu à la sortie de l'école, si vous voulez, c'est nous qui allons le chercher. Donc là, on est dans cette logique-là. Donc ça joue aussi sur les douaniers, même s'ils continuent de faire leur travail. D'ailleurs, moi, je voudrais souligner la centralité des douanes. C'est un service qui me tient à cœur, qui est fondamental. Parce qu'eux, ils travaillent sur la matérialité, les marchandises, sur la territorialité, parce qu'il y a des territoires, il y a des frontières, il faut aussi se reposer la question des frontières, je pense que c'est important. Ils ont besoin de moyens humains, de moyens techniques, de protection dans les opérations d'infiltration. Beaucoup se disent qu'au moment de la judiciarisation, il va y avoir des informations qui sortent sur les infiltrés et que ça les met en danger. Donc ils aimeraient plus de protection là-dessus. Et je pense qu'en termes de renseignement, il y a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup parlé de « follow the money ». Follow the goods, c'est aussi très important. Les marchandises, elles parlent. Donc, il ne faut pas se contenter de saisir, il faut étudier ces marchandises. En plus, les criminels, souvent, aiment bien marquer la marchandise, il y a le logo. Donc, on peut apprendre plein de choses sur ces marchandises. Donc, il faut leur donner des moyens pour faire parler. Plus que les collaborateurs de justice, la marchandise va pouvoir parler. Autre chose, ce que je voudrais dire aussi en termes de gestion de ce problème de trafic, c'est qu'il y a un décalage entre le temps court et le temps long. La politique, c'est du temps court. Alors, c'est vrai que les points de deal, puis ça a une dimension symbolique, c'est le territoire. On se réapproprie le territoire en cartographiant, en luttant. Mais, encore une fois, ça n'impacte pas la filière dans son ensemble. Ça ne permet pas de capter les gros poissons. Et là, la coopération internationale est fondamentale. Et c'est vrai qu'elle a fait des avancées énormes. C'est pour ça, le méga cartel d'Europol, le terme est inapproprié, mais la réussite, elle est là. Elle est vraiment réelle et importante. Ça passe aussi par l'harmonisation des législations. C'est vrai que tous les pays n'ont pas les mêmes... par exemple, les écoutes, c'est pas géré de la même façon. Et ça peut provoquer des problèmes, y compris au niveau des procès, pour apporter des preuves. Il y en a qui sont recevables dans certains pays, pas dans d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même aplanir les choses, faciliter le travail et pas annihiler le travail parfois d'enquête qui a pu être fait parce qu'on n'est pas sur les mêmes choses? Dernière chose sur ce rapport économie, éthique, droit. Moi, il me pose problème qu'on soit dans un système économique où on criminalise le blanchiment de l'argent sale tout en intégrant le trafic de stupéfiants dans le calcul du PIB et le taux de croissance de nos économies. Moi, je suis contre. Alors bon, déjà, suivant les drogues, on peut ou pas envisager les choses. Pour la cocaïne, il est évident que non, l'héroïne non plus. La question, c'était la légalisation cannabis. Qui marche très très bien depuis 20 ans en Suisse. Ouais. Ça fonctionne parfaitement. Même pour le cannabis, pour moi, ce n'est pas une solution, parce que légaliser n'est pas libéraliser. C'est-à-dire qu'il y a un encadrement par l'État, et à partir du moment où vous encadrez une activité, il y a des acteurs qui vont contourner cet encadrement. Donc on ne fait pas disparaître le trafic, il y aura aussi un marché parallèle qui va peut-être jouer sur les différences de teneur en THC. Donc c'est extrêmement problématique. Ça ne fait pas disparaître les organisations criminelles du tout. En plus, elles sont multi-activités, donc à la limite, ça les affecte peu. Parce qu'il y a des conséquences aussi dans la consommation des drogues. On voit la conduite, prendre son véhicule sous l'effet de stupéfiants, ça a des conséquences. Et on est dans une société où, encore une fois, on ne pense plus qu'aux conséquences. Donc la personne se dit, mais si, moi je vois très bien, j'ai de bons réflexes. Et puis, non. Et là, ce sont d'autres que les consommateurs qui payent. Et puis, encore une fois, je suis dans une logique de reconnexion de l'économie au droit. Plutôt qu'à la logique de marché. Ce n'est pas parce qu'il y a une offre et une demande qu'on doit créer un marché et valider ce marché. C'est une décision politique. On doit faire des choix. On ne doit pas subir les dictats économiques. Il y a un rapport au droit. Ce qui fait société, c'est d'établir des frontières, des interdits et reculer, abaisser un interdit parce que on considère qu'il y a trop d'infractions à cet interdit. C'est problématique sur la cohésion sociale.